Dans la perspective du Congrès des maires, le groupe socialiste, écologique et républicain a souhaité proposer ce débat de contrôle pour interroger le gouvernement sur les modalités d'accompagnement et de concertation des collectivités locales sur le volet planification de la transition écologique. Les feux hors normes de 2022, les sécheresses qui se sont prolongées jusqu'à l'automne et les inondations que connaissent aujourd'hui le nord de la France nous rappellent de façon vive que la transition écologique, au-delà des discours, nécessite une mise en œuvre méthodologique fondée sur une planification décentralisée et comprise par tous. Les métropoles, les agglomérations, les communautés de communes et leurs groupements, les départements et les régions sont donc incontournables. Malheureusement, la présentation par le président de la République, le 25 septembre dernier, de sa feuille de route écologique n'a pas clarifié cette mise en œuvre nécessaire à l'échelle territoriale. Au contraire, le chef de l'État n'a fait que recycler des mesures déjà annoncées sans que l'on comprenne finalement en quoi la feuille de route était partagée et le fruit d'une concertation. Cette feuille de route, loin de constituer un nouveau départ, est une redite de ce que nous demandions depuis plusieurs années, avec par exemple l'annonce de la sortie du charbon, censé être entériné depuis 2022, ou bien la mise en place de RER métropolitains renommés grâce à l'action du Parlement sous le thème de services express régionaux métropolitains depuis, mais sans annonce de financement concret sur la durée. Il y a une première enveloppe, mais on attend effectivement la suite. Et puis, sur la sortie progressive des énergies fossiles, on reste quand même là également en interrogation. Par exemple, 8 nouveaux forages d'hydrocarbures en Gironde ont reçu un avis favorable du commissaire enquêteur. Nous verrons bien la suite. L'écologie à la française, juste et accessible, dont se prévaut le président de la République, semble peu compatible avec la pause environnementale demandée au niveau européen mi-octobre par le gouvernement. Que penser du renoncement de sa promesse de campagne de 2017 d'interdire le glyphosate en France en adoptant une position d'abstention sur le renouvellement au niveau européen de cette substance active, vivement critiquée, et qui est le fruit d'une hypocrisie classique pour faire peser la responsabilité sur les institutions européennes. Les défis sont pourtant immenses. Il faut pouvoir définir le rôle et les compétences des collectivités locales, accompagner le citoyen, rendre pédagogiques à la fois les mesures qui le nécessiteront et ne pas laisser derrière nous les populations les plus fragiles. Créer un récit et embarquer tous nos concitoyens dans l'aventure de la transition écologique qui est, je le crois, porteuse d'espérance. Une fois interrogé la vision, regardons maintenant du côté des moyens et des outils apportés par l'État. Et là encore, nous restons sur notre faim. Les dispositifs présentés manquent cruellement d'une colonne vertébrale territorialisée. La logique d'appel à projet vient arroser des territoires sans que soit définie ni concertée une bonne manière d'agir et une cartographie des besoins. Les collectivités se sentent soit dépossédées, soit dépassées par des injonctions contradictoires. C'est le cas notamment des zones d'accélération des énergies renouvelables. J'étais ce week-end avec l'association des maires ruraux de Gironde pour faire le point. Et de nombreuses communes se trouvent en grande difficulté pour répondre aux injonctions de l'État, car elles estiment qu'elles n'ont pas eu l'ingénierie nécessaire et l'accompagnement nécessaire. Et les délais sont très courts. C'est pourquoi il faut créer un cadre de dialogue avec l'État sur la base d'un projet de territoire partagé avec les différents acteurs publics et privés pour faire converger nos projets, les orientations de l'État et les sources de financement. Médiatisés, lors du Congrès des régions de France, les COP régionales ont fait leur apparition dans le paysage, un peu à la façon d'un numéro vert avec la lourde tâche de faire converger travaux nationaux et remontées des territoires. Pour reprendre les mots de la Première ministre, ainsi il serait demandé aux conseils régionaux d'organiser avec l'État des COP dans un temps record et de mettre en place un plan d'action avant l'été prochain. Cette annonce est quand même surprenante dans la mesure où la plupart ou un grand nombre de collectivités n'ont pas attendu le gouvernement pour se lancer dans une logique de planification. C'est tout le sens des travaux qu'elle mène via les schémas de planification territoriaux, les SRADET, alors certes ils sont à des niveaux parfois différents, les PLUI, les SCOT notamment, les SCOT intégrateurs en l'occurrence, exercices exigés au niveau local et que l'État ne s'impose pas lui-même. Comment ne pas imaginer que derrière ce calendrier qui semble intenable se cache la volonté du gouvernement de se désengager d'une partie de la mise en œuvre de la planification écologique en renvoyant la responsabilité aux régions pour proposer leur propre feuille de route. À terme, cela pourra engendrer des distorsions entre les territoires sans évidemment proposer des financements crédibles à court, moyen et surtout long terme, car il faut de la prévisibilité. Au-delà de l'effet d'annonce, l'objectif visé est-il partagé par les exécutifs régionaux ? Autant de questions laissées en suspens, malgré votre tour de France des régions, monsieur le ministre, et qui ne peuvent nous faire considérer sérieusement cette annonce si soudaine.
Les synergies sont essentielles et pourtant mal réfléchies au sein des dispositifs. Nous le voyons avec les intercommunalités qui agissent via les plans climat et énergie territoriaux. Cette impensée des blocs infrarégionaux des politiques gouvernementales de la transition écologique semble une aberration. Il faut redonner du sens et des moyens à tous les outils prospectifs et de programmation à la main des collectivités en intégrant la transition écologique dans les politiques contractualisées avec l'État et en proposant des éco-conditionnalités partagées et réellement incitatives. À ce titre, le fonds vert, dont nous saluons le maintien dans le projet de loi de finances, manque de transparence et d'articulation avec les politiques publiques territoriales. Il est indispensable qu'une partie des moyens soit affectée à la promotion des stratégies territoriales partagées. Cela permettrait d'éviter le risque de saupoudrage des financements tout en assurant une optimisation de la consommation des crédits. À ce titre, il faut saluer l'initiative des contrats de relance et de transition écologique qui ont été dans l'ensemble plutôt bien accueillis par les collectivités. Une nouvelle génération de CRTE est en préparation. Les attentes sont grandes, avec en première ligne le besoin de visibilité pour engager des investissements. Est-ce que ces nouveaux CRTE garantiront une vision consolidée sur la durée des actions financées par l'État ? Ces nouveaux CRTE devront en effet être bien plus qu'un programme récapitulant les financements de droit commun des différents ministères, et on en revient aux objectifs et à la conditionnalité. Pour générer davantage de recettes et transformer notre modèle, le principe de pollueur-payeur doit être mieux appliqué en France. Cela permettrait de lever des moyens financiers nécessaires à la transition environnementale. Ces moyens doivent être largement affectés aux territoires pour leur permettre de piloter les transformations nécessaires, tant en matière de production que de mobilité, d'agriculture que d'aménagement d'espace. Je pense ici aux formidables outils que sont les paiements pour services rendus environnementaux, les pôles alimentaires territoriaux qui doivent être consolidés auprès des collectivités. Enfin, la baisse constante des ressources du bloc local réclame notre plus grande vigilance. Une tribune parue dans le journal Le Monde au mois de juin pointait du doigt, à juste titre, un système de financement fragile et pas à la hauteur des enjeux. Les conséquences négatives directes pour la mise en œuvre de la transition écologique doivent nous alerter. Si vous poursuivez la baisse des impôts de production et les demandes ni concertées ni négociées d'efforts budgétaires, les marges de manœuvre des collectivités seront d'autant plus réduites. Plus encore, nous vous demandons la clarification des compétences et l'arrêt de transferts masqués de l'État dans le domaine de la transition écologique. Il est légitime aujourd'hui de décliner les objectifs qui devront s'inscrire dans les politiques contractuelles avec l'État. Cela impose de clarifier l'allocation des moyens et de construire collectivement l'évaluation de ces politiques publiques. Ces principes seront essentiels pour l'appropriation des citoyens et de l'ensemble des acteurs. Je vous sais attaché à la lutte contre l'artificialisation des sols. Et ce combat me tient à cœur également. À La Réunion, nous savons que les sols ne sont pas une ressource illimitée. Et cela fait longtemps que nous protégeons ce patrimoine végétal. L'emprise urbaine augmente régulièrement sur notre île. Un peu plus de 130 hectares par an pour un territoire de 2512 km². La surface agricole utilisée a diminué de 10% en 10 ans, selon les chiffres de la préfecture. Vous le voyez, il nous faut agir et chaque année compte pour protéger nos espaces naturels, forestiers et agricoles. Le schéma d'aménagement régional de La Réunion doit être finalisé en 2026. Et il faudra par la suite le décliner avec le SAR dans les schémas de cohérence territoriale au niveau des intercommunalités, ce qui nécessitera sans aucun doute un travail long et important. Ce sont donc de précieuses années que nous perdons, alors qu'il est urgent de protéger nos terres de l'artificialisation des sols, tant pour préserver l'environnement, et notamment la biodiversité, que pour préserver notre sécurité alimentaire. Je rappelle que les terres agricoles sont essentielles pour réduire notre dépendance aux importations de biens alimentaires depuis l'étranger. Il y a également la question du logement, avec 42 000 demandes de logement social en attente, mais également la pression démographique. La Réunion comptera 1 million d'habitants d'ici 20 ans. Cet exemple réunionnais vaut très probablement pour d'autres territoires. Monsieur le ministre, ne faut-il pas avancer le calendrier pour la définition du SAR ? Avons-nous le temps d'attendre 2026, puis peut-être 2027, ou encore 2028 à minima, pour la déclinaison de ces mesures dans les SCOT ? Notre inquiétude, elle reste vive. La départementalisation dans les départements ultramarins, c'était surtout une urbanisation très violente. Et c'est pour ça que notre inquiétude est vide. Il me semble essentiel d'accélérer le calendrier et nous pourrions par exemple définir le SAR dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique afin de gagner de précieuses années. La situation que nous vivons d'urgence climatique, de crise énergétique nous oblige. Les collectivités territoriales, départements, intercommunalités, communes
sont aux premières loges, mais n'ont hélas souvent, trop souvent, plus les ressources pour faire face aux enjeux. Si nous souhaitons jouer collectif sur ce sujet crucial, il faudrait faire preuve d'innovation pour, comme vous le dites vous-même, sauver le terrain. Innovation technologique, bien sûr, mais aussi innovation financière. Nous attendons donc que les investissements conséquents à réaliser par les collectivités, avec un mode de validation à définir, que ces investissements, donc disais-je, puissent être déconnectés des ratios classiques budgétaires, épargne brute, épargne nette, désendettement, qui bloquent la possibilité d'accéder aux emprunts nécessaires. Ceci pourrait être garanti par les intercommunalités, les départements, la Caisse des dépôts, voire un fonds dédié par l'État. Si cela est vrai pour le patrimoine existant, c'est encore plus pertinent pour les projets d'aménagement en cours ou à venir, portés par l'État, et je pense en particulier aux opérations d'intérêt national. Je veux pour exemple celle concernant le plateau de Saclay. Les enjeux liés au développement des connaissances et savoirs scientifiques de demain, couplés à ceux du développement durable, devraient faire de ce projet Paris-Saclay un dossier expérimental et exemplaire. Logement, voirie, transport en commun, équipements publics, bâtiments de recherche et d'enseignement supérieur, de développement économique, autant de constructions qui, au-delà des normes environnementales qu'elles doivent respecter, doivent aussi servir d'expérimentation et d'exemple. Or, la réalité comptable, trop souvent orchestrée par les musiciens de Bercy, érige les bilans de ZAC comme des murs qui freinent l'action au quotidien de l'ensemble des acteurs, dont les serviteurs de l'État. Monsieur le ministre, quelles modalités financières d'accompagnement prévoyez-vous de mettre en place pour que cette action de développement soit réellement durable ? Pour paraphraser Saint-Exupéry, je pense que vous serez d'accord pour dire qu'il en va de la planification écologique comme de l'avenir. Il ne s'agit pas uniquement de la planifier ou de la prévoir, mais de la rendre possible. Parlons un peu biodiversité. Si l'on regarde la prise en compte de la biodiversité dans le Code de l'environnement, ça a été une juxtaposition de textes qui ont parlé d'inventaire, de systèmes de protection contractuelle ou parfois de protection forte. C'est un des sujets que l'on traite actuellement. Et pourtant, on sait que la principale cause de l'érosion de la biodiversité, c'est la fragmentation des habitats naturels, c'est aussi l'étalement urbain et les pratiques agricoles confèrent le débat qu'on a déjà eu dans cette Assemblée au sujet du glyphosate. Alors, ce qui ne fonctionne pas. Vous parlez beaucoup du ZAN et je crois que depuis une vingtaine d'années, la question de la politique, notamment d'aménagement du territoire, de ce point de vue-là, est un échec puisqu'on a connu les POS, les PLU, les SCOT, les SRADET et maintenant le ZAN et pourtant l'étalement urbain s'est poursuivi. Ce qui fonctionne plutôt bien, la mise en place de l'OFB qui est récente et qui à mon sens est plutôt un succès, la mise en place des ARB, néanmoins plus ou moins impliquées selon les régions, les gestionnaires à protéger, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui mais vous savez que c'est un sujet qui m'est cher, et le rôle des régions par le biais de la compétence qui leur a été transférée, et notamment il y a quelque temps Natura 2000. Tout à l'heure, mon collègue, le sénateur Blanc, évoquait à juste titre l'implication au plus proche des territoires, notamment des communes. Pour moi, c'est un sujet, et dans les dispositifs que vous avez évoqués, notamment sur les aménités rurales, qui est très juste et qui, à mon avis, est bien perçu, c'est qu'on a plutôt le sentiment d'être là sous des outils de maintien de la biodiversité que de reconquête de la biodiversité. Et donc la question, elle est simple, comment faire en sorte, sur les territoires, vraiment à l'échelle des communes, que l'on atteigne des objectifs de reconquête de la biodiversité. Bien. Oui, pour revenir sur la dotation de 100 millions qui est effectivement fait suite à 2 années où cela a été mis en place et encore une fois, on le salue les uns et les autres. Je crois qu'il faut aussi ensemble travailler à trouver des solutions pour que finalement, eh bien, ça accélère, qu'on rentre dans un cercle qui soit de nouveau vertueux et pas simplement aujourd'hui une reconnaissance de l'engagement notamment des gestionnaires d'aires protégées, encore une fois, puisque c'est les PNR, les secteurs notamment sur les réserves de biosphère qui sont reconnus et bien d'autres. Donc je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille absolument dans les mois et les années à venir et croyez que je serai présent au rendez-vous pour faire des propositions, bien sûr. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Sabine Drexler pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Je remercie au nom de mon groupe nos collègues qui ont animé ce débat. La transition écologique et énergétique est désormais le cadre d'action des collectivités territoriales et plus largement notre horizon commun en matière d'intérêt général. Les collectivités vont devoir augmenter considérablement leurs investissements si nous voulons atteindre les objectifs nationaux et européens dans le cadre de la SNBC. Depuis 2017, l'État a mis beaucoup de temps, Monsieur le Ministre, pour formaliser la planification écologique nécessaire à la définition du cadre d'action publique. Je salue le travail qui a été réalisé par le SGPE. Cela dit, beaucoup reste à faire et de nombreuses questions restent en suspens. J'en évoquerai 2 pour conclure. Majeures, le financement des politiques publiques de transition écologique, ça a été évoqué, et la méthode pour garantir une action globalement efficiente. D'ores et déjà,
Il est indispensable de s'assurer que les collectivités territoriales auront une capacité financière suffisante dans la durée pour mener à terme les projets. Ce point est absolument central. Pour financer leur action en matière de transition écologique, les collectivités devront combiner le recours à l'emprunt à des niveaux inhabituels, je crois qu'il faut en avoir conscience, la réorientation de certains de leurs choix d'investissement vers la transition écologique, l'augmentation de leurs ressources propres par le biais des politiques tarifaires, de prélèvements sur leurs fonds de roulement ou de ce qu'il en reste de fiscalité. Et les soutiens financiers de l'État, hypothétiques, seront essentiels pour mobiliser la nation. Aucun de ces leviers n'est facile à utiliser. Ils devront être combinés. En réalité, la situation nécessitera plus que des ajustements ponctuels. Il ne faut pas se mentir, le mur des investissements climat obligera à reconsidérer la structure de l'équilibre financier issu de la décentralisation. Et ça n'est pas rien. On ne passera pas facilement de 55 milliards d'euros d'investissement aujourd'hui à 80 milliards en 2030. À partir de ce constat, quelles sont les difficultés à traiter ? D'abord, le rapport des collectivités à l'endettement est très variable suivant le type et la taille des collectivités. La nécessité d'emprunter au-delà des niveaux habituels, parce qu'il le faudra, sera pour certains un frein. Ensuite, les collectivités devront faire des arbitrages entre action climat et investissement plus classiques. C'est un chantier qui restera difficile tant qu'il n'existera pas avec l'État une vision partagée du sujet. Nous considérons que le renforcement des soutiens de l'État aux collectivités est indispensable pour la réussite nationale en matière climatique. La nécessité de redresser les comptes publics n'exonère pas l'État d'aide aux collectivités pour réussir la transition climatique. L'évaluation et la revue des politiques publiques spécifiques de l'État devraient permettre de trouver des économies en même temps que des ressources, tout en améliorant les services publics. Mais l'indexation de la DGF sur l'inflation, qui n'est pas prévue à ce stade, et la pérennisation du fonds vert à 2 milliards ou 2,5 milliards d'euros par an ne suffiront pas à résoudre l'équation financière de l'action climatique des collectivités locales. Pour bien mesurer les conséquences, les projections indiquent que l'encours de dette des collectivités augmenterait de plus de 77 milliards d'euros en 2030 par rapport à 2022. Et à système fiscal constant, l'aide de l'État sera d'autant plus décisive que la diminution structurelle des ressources des régions et des départements est dès aujourd'hui forte, avec des conséquences sensibles sur les aides futures à l'investissement du bloc communal. Notre système de fiscalité locale est-il adapté aux besoins de financement de la transition écologique ? La réponse est non. Le gouvernement est aussi attendu, monsieur le ministre, sur ce point. Le plan de stabilité présenté à la Commission européenne, la loi de programmation des finances publiques 2023-2030 devrait être en ligne avec les besoins de financement des collectivités locales. Ils ne le sont pas. L'État connaît-il bien le niveau des investissements climat qui incomberont aux collectivités locales ? Personnellement, j'en doute. Monsieur Pisani-Ferry et son expertise pourraient à cet égard être utilement mobilisés. La loi de programmation pluriannuelle des finances publiques que nous appelons de nos vœux clarifierait aussi ce point. Et je termine sur la méthode. La relation État-collectivité doit être opérationnellement adaptée à la transition écologique. Les CRTE, les COP et autres instances de ce type ne suffiront pas s'ils ne constituent pas des facteurs de complexité accrue, ça a été évoqué. C'est de l'accompagnement opérationnel que les collectivités ont besoin, de l'ingénierie qui demandera des ressources spécifiques non disponibles aujourd'hui, à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et jusqu'à l'évaluation de la performance climatique des projets réalisés. Le dialogue entre l'État et les collectivités doit être réinventé en se basant sur des revues de plans pluriannuels d'investissement cohérents avec les possibilités de financement et les objectifs climat retenus. La réussite de la transition écologique du point de vue des collectivités passera par des moyens adaptés et une refonte du dialogue et de la gestion de projets avec l'État. L'amélioration du pouvoir de vivre des plus modestes de nos concitoyens devra aussi être conjuguée avec l'action climatique d'intérêt général. Merci.